d'autres tribus ou d'autres familles. Ces enfants ont un avenir si brillant que souvent les Turcs ou même les musulmans prétendent que leurs enfants sont chrétiens et les enregistrent auprès des responsables du Devshirme. Ce système est vraiment unique parce que les enfants ne font allégeance qu'au sultan. Il n'y a plus de notion de famille, de pays ou autre. On offre ainsi à ces enfants le meilleur enseignement possible au monde et ils pourront prétendre aux positions les plus élevées dans l'Empire. Ceux qui sont doués vont dans les écoles du palais et accèdent à différents grades de hauts fonctionnaires. Ils sont vizirs ou gouverneurs. Certains deviennent même grands vizirs. Ceux qui sont robustes rejoignent le corps des janissaires. Les janissaires représentent l'élite de l'infanterie du sultan. Cette armée va imposer son modèle pendant des siècles. Ce sont de très bons soldats. Entraînés comme des machines, ils ne craignent pas la mort, ils sont redoutables. Et ils n'ont d'amour que pour leur sultan. On les forme avec la précision, la discipline et le grand apparat d'une armée moderne. Pour la première fois, les guerriers portent l'uniforme et vont au combat au son d'une fanfare militaire. Les janissaires sont redoutés dans tout le monde occidental. Ils représentent une force digne de ce nouvel empire islamique et de ses ardents désirs de conquête. Vers la moitié du XVe siècle, l'Empire ottoman s'étend de la Turquie actuelle, que l'on appelle Anatolie, jusqu'au cœur des Balkans, avec pourtant une exception de taille. Cela devait exaspérer le sultan ottoman, car au beau milieu de ses possessions, qui s'étendent maintenant de l'Asie jusqu'au tréfonds de l'Europe occidentale, subsiste le plus beau des trésors, la capitale Constantinople. La ville la plus puissante, la plus riche, la plus attirante du monde entier est encore entre les mains de l'Empire byzantin, en déclin certes, mais pas encore défunt. Aux yeux des Ottomans, l'importance économique et stratégique de Constantinople est considérable, mais sa signification symbolique est encore plus forte. C'est cette ville qu'il leur faut et pas une autre. S'ils veulent gouverner cette région, ils doivent absolument la posséder. On raconte que la capitulation de Constantinople est ordonnée par Mahomet lui-même. Depuis Osman, chaque dirigeant ottoman a voulu s'emparer de la ville, mais les chrétiens l'ont toujours fermement maintenue en leur possession. C'est alors qu'arrive au pouvoir un sultan dont les rêves de conquête sont évidents. L'histoire l'immortalisera sous le nom de Mehmet le Conquérant. Quand il devient sultan, il n'a que 12 ans. Mais il maîtrise déjà bien la politique ottomane. Pour éviter toute menace de lutte pour le pouvoir, il fait étrangler son demi-frère. L'Empire occupe la première place, bien avant la famille. Afin d'empêcher toute division, comme on l'a vu dans d'autres dynasties turques islamiques, quand un jeune homme devient sultan à la mort de son père, les autres frères sont éliminés pour préserver l'unité de l'Empire. Cela peut sembler cruel, mais cette pratique fonctionne chez les Ottomans. À la mort de son père, l'arrivée au pouvoir de Mehmet se traduit par un énorme changement politique dans la manière de diriger l'Empire ottoman. Il gouverne très énergiquement. Mehmet vise immédiatement le seul et unique trésor qui soit à la hauteur de ses ambitions. Mehmet doit conquérir Constantinople. Il n'y a pas d'alternative. Constantinople se présente comme la perle parfaite, le fruit idéal prêt à être cueilli.
Vers le milieu du XVe siècle, la ville n'est que l'ombre de son prestigieux passé. La population a terriblement chuté, passant de 400 000 habitants à seulement 50 000. Mais l'assiégée demeure très risquée, car Constantinople est bordée d'eau sur 3 côtés et elle est de plus fortifiée. La cité est entourée par une série de 3 murs. Ces fortifications de plus de 30 mètres de haut et de 9 mètres d'épaisseur résistent depuis plus de 1000 ans. Pourtant, Mehmet a une solution à ce problème. La supériorité militaire des Ottomans provient en partie de leur maîtrise de la poudre. Ils savent utiliser cette substance de diverses manières, toutes assez sophistiquées. En 1453, sous Mehmet le Conquérant, le siège de Constantinople est la première application spectaculaire de ce savoir. Des canons énormes ont été spécialement commandés par Mehmet pour cette occasion. Jusque-là, les canons étaient constitués de bandes de métal forgées réunies par des arceaux. Ils lançaient des projectiles de pierre avec guère plus de force qu'une simple catapulte. Une nouvelle génération de canons en bronze massif va maintenant être coulée. On y tasse une quantité suffisante de poudre pour propulser des boulets de métal avec une force prodigieuse. Pourtant, les espoirs de Mehmet ne reposent pas uniquement sur ces canons. Le canal du détroit du Bosphore fait plus d'1,5 km de large et c'est l'unique lien entre la ville et la mer Noire. Si Mehmet parvient à fermer ce passage, Constantinople est à sa merci. Mehmet doit construire une forteresse à l'endroit stratégique qui bloquera l'accès au détroit. Il l'a bâtie à proximité des grands remparts. Quatre mois à peine lui suffisent pour construire une énorme citadelle à 7 tours, appelée Roumeli Hisari. On dit que Mehmet a lui-même porté des pierres lors de la construction de cette citadelle. Elle est à peine achevée qu'il resserre déjà son étreinte autour du Bosphore. Le premier navire qui défie ses ordres et refuse de s'arrêter est coulé, son équipage décapité et son capitaine empalé sur les murs du château. Pour empêcher les bateaux de Mehmet de s'approcher, les Byzantins tendent une énorme chaîne en travers du détroit. Le 22 avril 1453, les habitants assiégés observent avec effroi les troupes de Mehmet qui hissent 70 de ces navires sur la rive, les font glisser sur terre à l'aide de planches enduites de graisse, évitant ainsi le barrage de Chêne. Plus de 100 000 soldats ottomans sont maintenant déployés devant les murs de Constantinople. Ils préparent le plus grand bombardement de l'histoire de la guerre. Sous le feu incessant des assaillants, les 7000 chrétiens de la ville résistent pendant pratiquement un mois. Désespérés, les Byzantins qui occupent la ville demandent de l'aide à leurs frères chrétiens d'Europe. Mais l'Europe au XVe siècle est bien sûr incapable d'organiser une opposition sérieuse à cette menace turque qui grandit à l'Est. À cette époque, les monarques européens ont leurs propres problèmes militaires et politiques. Constantinople va devoir se débrouiller toute seule. Le 29 mai 1453, peu avant l'aube, l'armée turque ouvre une brèche dans les murs de la ville. En quelques heures, Constantinople est entre les mains des Ottomans.